les get. Donc get méthode, c'est pour tout simplement avoir un truc quoi. Donc la méthode get, en fait c'est un peu comme si on faisait une sélection au final. Donc par exemple si je fais Pokémon.get de 0, là on a notre grass, ok. C'est comme si on sélectionnait celui-là d'indice 0, donc Bulbizarre, c'est comme si on faisait par label un peu. Donc pareil, Pokémon.get, je peux sélectionner plusieurs, 0, 1. Donc voilà, ça me sélectionne mes deux. Par contre, j'en ai sélectionné deux, ça m'en a mis deux. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi Python fait ça. Pourquoi quand j'en mets deux? Si, peut-être parce que ici, en fait, j'ai mis un crochet. Donc là, si je fais ça, ouais, voilà, c'est pour ça. J'ai trouvé, je suis trop content. J'allais vous laisser sans réponse perdue dans les... Donc là, ça sélectionne. Vous voyez, ça met que grâce. Donc en fait, ça fait 0, 1. Donc ça fait le Pokémon.get pour le 0, puis pour le 1. Et en fait, donc ça rend la réponse que pour le 1. C'est comme si on faisait un print. Enfin, c'est comme si on donnait plein d'exécutions, en fait, ça va nous afficher que le dernier. Donc, pour les labels directement, je peux faire un Pokémon.de Ditto, par exemple, c'est normal. Ok, maintenant, si je fais un Pokémon.get de salut, ça retourne rien, parce que ça ne trouve pas. Donc, si on regarde dans get méthode, hop, dans la doc, il n'y a pas grand-chose, sauf le défaut, ok. C'est ouf d'avoir une doc aussi petite. Get, en fait, ça fait que get, quoi. Genre, on peut pas trop faire de trucs. Donc voilà, on a défaut none. Donc en fait, none, et c'est pour ça qu'ici on n'a rien quand on met salut, c'est parce qu'en fait ça retourne none. Mais si on change le défaut, et je le mets par exemple à je ne trouve pas votre Pokémon, et que là je mets un salut, et bien là au lieu de retourner none, ça va me retrouver je ne trouve pas votre Pokémon. Parce que regardez, si je mets maintenant un Pokémon.get Charmander, et pareil défaut, je ne trouve pas votre Pokémon. Là, en fait, ça me retourne le Fire. Donc, en fait, c'est par défaut. Si ça ne trouve pas, on peut choisir un truc ici. Donc, voilà. Donc, c'est super pratique. Par exemple, si vous avez un data frame et que... je sais pas, chaque fois... Par exemple, si vous trouvez un data frame et que vous voulez regarder dans votre data frame si les trucs sont égaux, vous pouvez même mettre cette valeur défaut. Et vous pouvez mettre que ça crée une colonne dans votre data frame avec, au lieu que ça soit nan, les valeurs que voulez-vous. Donc, voilà. Voilà. Je vais d'abord aussi, on va voir des méthodes un peu plus mathématiques. Hein. Méthodes, mais bon, voilà, maintenant qu'on a fait un petit tour sur tous ces visuels et tout ça, les mathématiques n'ont plus de secret pour vous. Donc là, je vais en choisir un autre parce que les Pokémon pour faire des maths, donc je vais prendre celui-là là. Il est tout bête. Voilà, c'est que des chiffres. Super passionnant. Mais bon, si vous n'êtes pas passionné par le chiffre, je ne sais pas pourquoi vous cherchez à apprendre la data science. Quoi. Alors, là, hop, je fais ça. Donc, ce que je fais, c'est que je l'importe. Je mets Squeeze pour que ce soit un Panda Series parce qu'on est dans le cours des Panda Series. J'affiche les 5 premiers qui sont ceux-là. Ok. Google.count pour le premier. Alors, juste, je vais écrire un truc ici. Je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. N'inclut pas. Donc, ça compte juste le nombre de valeurs qu'il y a. Mais rappelez-vous, on a aussi len de Google. Et len aussi, ça compte. La différence entre les deux, c'est que len, elle inclut les nan valeurs. Donc voilà, l'un inclut les nan valeurs. Donc voilà, déjà, ça peut être un bon procédé, par exemple, pour savoir si vous avez des nan valeurs. Donc là, on sait qu'on n'en a pas parce que les deux chiffres sont égaux. Mais si vous mettez un Google Count et vous mettez un len et voyez que les chiffres ne sont pas les mêmes, vous savez que vous avez des valeurs qui sont nulles. Donc si je fais google.sum, là, j'ai la somme de tous. Super. Voilà, tout simplement. Je peux faire un google.product. Je pense un peu, ouais, bah, vous imaginez que sur une table de milliers, de multiplier chacun par chacun. Infini, en fait, c'est une valeur. C'est super, j'avais pas pensé à le faire ça. Mais du coup, infini, c'est une valeur. Alors, vu qu'un ordinateur, en fait, pour lui, rien n'est infini. Donc, vous savez, les humains, on a cette notion d'infini, l'univers est infini, etc. Qui, mathématiquement, peut se définir, mais qui en réalité est très dur pour un ordinateur à comprendre. Parce que pour un ordinateur, ben, l'infini, c'est comment... Lui, rien n'est infini. S'il doit calculer quelque chose à l'infini, eh ben, il va le calculer jusqu'à ce que sa mémoire n'ait plus de place. En fait, il stocke tout dans des mémoires. Donc, un réel... Par exemple, vous savez, les flottes, on dit que c'est des nombres à virgule pour l'ordinateur, mais en fait, il existe normalement plusieurs types de flottes. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez, parfois, il écrit flotte 64. Parce qu'en fait, il va dire que c'est un float et il va mettre des virgules jusqu'à 64 bits. On peut définir un float à 360 bits, etc. Il mettra des virgules jusqu'à tant de stockage. Mais en fait, pour lui, rien n'est infini. Il va juste mettre la valeur jusqu'à un certain stockage. D'accord ? Et donc voilà, donc tous les réels, etc. En fait, tout se finissent. Donc vous pouvez par exemple
Mais globalement, il y a un nombre maximum qui est de, je sais pas, 200 000 milliards ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a un nombre en fait. L'ordinateur ne peut pas aller plus loin. Donc en fait, pour lui, l'infini n'existe pas en fait. Tout est fini. Du coup, pour pallier à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une variable qui s'appelle inf. Ben voilà, il y a quelqu'un qui demande comment je peux représenter l'infini, donc on lui répond sûrement utilise inf quoi. Inf, c'est en gros, c'est un objet qu'on a créé, les humains, pour essayer de dire à l'ordinateur qu'est-ce que c'est l'infini. Donc on lui a mis les mêmes, vous savez, l'infini par exemple en mathématiques, on ne peut pas diviser par 0, on ne peut pas multiplier par l'infini, c'est plein de règles en mathématiques. Et on a essayé de les mettre sous forme d'algorithme en fait, et de mettre ça sur une variable qui s'appelle inf. Et leur dit maintenant, dès qu'il rencontre des trucs un peu trop, voilà, trop infini pour lui, ben, on a essayé de simuler l'infini qu'on connaissait pour un ordinateur. Et on a mis cette variable dans un truc qui s'appelle inf. Classique, on va faire les petits classiques des classiques. Min. 334, ça c'est la moyenne de tous les nombres qu'on a ici. Ok. On peut calculer google.min pour savoir la plus petite valeur. 49.95, logiquement, .max pour la plus grande. On peut faire des opérations sur nos méthodes. Je peux faire un google.sum, la petite devinette. Si je fais google sum.sur divisé par google min, sachant que la moyenne c'est l'addition de tout divisé par la somme, enfin c'est la somme de tout divisé par le nombre. Donc si je fais un google sum sur google min, je retrouve mon nombre bon, qui est ici, enfin 311.9999, mais en gros du coup c'est 3012. En fait c'est le nombre de trucs qu'on a. Donc voilà, on inverse un peu le calcul. J'ai des classiques médianes aussi. Voilà, médiane, STD, voilà, vous en avez plein. En fait, voilà, tout simplement, si vous avez toute la flemme de les écrire, vous mettez un petit describe. Et là, vous avez un peu, voilà, médiane, écart-type, moyenne, le count, voilà, vous avez un peu une petite vue d'ensemble. Regardez, on peut, si je fais un google.idxmax, ça va me sortir l'index de la valeur la plus grande. Bon, vu qu'elles sont classées là, ben, c'est de la triche, mais c'est la 3011. Parce que regardez, si je mets... Du coup, voilà. Parce que si je mets google.max, c'est 782.22. Et si je mets google, quelle est la valeur de l'indice 3011, donc c'est bien ça. Ok. Donc voilà, IDXmax, pour savoir, au lieu de savoir la valeur la plus grande, vous voulez directement savoir l'indice de cette valeur. Ok. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ça. Donc voilà, value count, je vais prendre ça. Et voilà, donc value.count, pardon, ça permet de compter combien il y a d'éléments pour chaque, combien il y a d'éléments différents, de répertorier tous les éléments différents et de compter combien il y a d'exemplaires de chaque. Et en plus, ça les classe, si c'est pas beau la vie. Voilà, donc tout simplement. On va utiliser un autre truc maintenant, c'est méthode apply. Apply, très important la méthode apply. Très très important. Et on a bientôt fini. Il ne reste plus que ça, une autre, je pense. Il y a quoi d'autre à montrer? Ouais. Je vais montrer la fonction lambda parce que vu qu'on ne va pas refaire des trucs sur Python, voilà. Mais globalement, la méthode apply d'abord. Alors, apply, c'est super cool. Ça sert en fait à appliquer une fonction à notre dataset. Ok. Donc, imaginons, ce que je vais faire là, c'est que je vais créer une fonction. Donc c'est pour ça en fait, vu qu'on va pas revenir sur Python, les trucs importants que je voulais revoir, c'était un peu les fonctions, donc je voulais finir par ça, des petites fonctions. Ok. Donc, pour définir une fonction, qu'est-ce qu'on fait? On écrit def, puis le nom de la fonction. Classify, là c'est mon nom de fonction. On met, qu'est-ce qu'on rentre en paramètre? Number, 2 points. Là je définis une fonction qui s'appelle classify et qui prend en argument number. Ok. On dit que si number inférieur à 300, ce que ça fait, c'est que ça dit, ça retourne, il est petit. Et sinon, ça retourne amazing. Hop, petite fonction, elle vient, elle regarde un nombre. En fait, on lui donne un nombre. S'il est inférieur à 300, elle nous dit qu'il est petit. S'il est supérieur à 300, elle nous dit qu'il est amazing. Ok. Là, je définis ma fonction. Donc, par exemple, pour appeler ma fonction, il suffit que je tape classify. Par exemple, si je fais 800, ça me dit amazing. Ok. Classify 240, il est petit, ok. Donc voilà, jusque là c'est cool. La méthode apply, elle va permettre d'appliquer une fonction sur tous les éléments de mon dataset. Donc ici j'ai mon Google qui est celui-ci, ok, tous ces nombres là.
Si je fais un google.apply, et là je mets classify, ok? Ben regardez, c'est magique, ça va prendre chaque nombre et ça va me dire, ça va appliquer la fonction dessus. Donc voilà, vous imaginez la puissance du truc, pour en avoir 2 millions de lignes. Eh ben, une petite méthode apply, où vous voulez, je sais pas, plutôt qu'aller sur des tableaux Excel et je ne sais pas quoi faire, vous venez sur Python, vous avez des méthodes apply, où vous tapez ce que vous devez faire juste une fois avec votre conditionnel, etc. Vous claquez votre apply et boum. Surtout qu'elle est pas mal parce qu'elle se peut. En fait, si vous avez la flemme d'écrire une fonction à chaque fois avec def, etc. La fonction lambda. Donc la fonction lambda, si par exemple je mets lambda, en gros, lambda x égale à x plus 1. Et voilà, on écrit juste ça en fait. On appelle lambda et on écrit notre paramètre, on met 2 points et après on dit qu'est-ce qu'on veut lui faire. Et en une seule ligne, on a notre fonction. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ces deux fonctions là, elles vont super bien ensemble. Parce que si on fait un apply et ici j'ouvre une lambda, je mets n'importe quoi comme variable, hein, number, j'aurais pu mettre x, j'aurais pu mettre n'importe quoi. Et là, ce que je dis, je veux que number, on lui ajoute 10, ok? Eh ben là, on a une fonction qui prend un nombre et auquel on ajoute 10, ok? Eh bien, et cette fonction, on décide de l'apply avec apply. Regardez, c'est magique. Regardez, ici on avait 50.12, 54.12, 54.12, et là on a 60.12, 64. Ça a ajouté tout simplement 10. Là pareil, hein, j'ai mis un plus 10, mais ici vous pouvez faire une instruction aussi longue que vous voulez, ou une fonction aussi longue que vous voulez, ça permet d'écrire une fonction en une seule ligne. Donc voilà. Voilà, on s'arrête sur ces deux petites fonctions que je trouvais bien cool, et je trouvais que c'était cool de finir par ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu le petit cours d'aujourd'hui. J'ai essayé d'être bref, concis et clair et d'apporter un peu. Du coup, on peut stocker la fonction lambda dans une variable. Absolument. C'est ça qui est cool, ouais. C'est vraiment ça qui est cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, des petits commentaires. Si vous avez des questions ou quoi, vous demandez en commentaire. J'essaierai de répondre dès que je peux. Si vous voulez vous entraîner avec des exercices corrigés, n'hésitez pas à aller sur daki.fr. Pareil, le lien en description.